I would like to welcome all the delegates to the second day of the virtual Calder conference. We hope that you've enjoyed the first day and are ready for more exciting lectures on the second and third days, abstract presentations, and many more. So now I would like to introduce the second session and the first speaker. And the second session will be on management of viral hepatitis, hepatitis B related. And our first speaker will be Dr. Haley Michael Desalegn from St. Paul's Hospital, Millennium Medical College, Ethiopia, presenting on management of hepatitis B virus test and treat strategy. Dr. Desalegn is an associate professor and consultant gastroenterology hepatology in St. Paul's Hospital, Millennium Medical College. As one of the few gastroenterologists in his country of more than 100 million individuals, he has a passion to translate research findings to improvements in the access and quality of care and simplified approach for hepatitis in resource-limited settings. Merci, Calder 2020, de m'avoir donné cette chance. C'est un honneur pour moi de faire une présentation dans cette conférence virtuelle sur les maladies du foie en Afrique. Mon sujet portera donc sur le virus de l'hépatite B, stratégie de tests et de traitement. Je n'ai rien à divulguer. Mon objectif dans cette présentation sera d'essayer de discuter du foie de l'infection par le virus de l'hépatite B et des défis à relever pour mettre en œuvre les directives de l'OMS et atteindre l'objectif ambitieux d'élimination de l'hépatite B en 2030 et d'essayer de discuter des caractéristiques des patients que nous avons reçus avec un CHC dans notre cohorte. Enfin, je présenterai la cascade de soins et des recommandations pour la stratégie de test et de traitement. Nous savons que ce virus de l'hépatite B et de l'hépatite C, avec le mode actuel de traitement et de soins, sera la première cause de maladie infectieuse, dépassant la tuberculose et le VHS si nous ne prenons pas les mesures requises pour faire face à ces infections. Même l'Éthiopie, qui a une population de 109,2 millions d'habitants, comme le montre cette diapositive, est le deuxième pays qui est le plus peuplé de l'Afrique après le Nigeria, a une prévalence de l'hépatite B estimée à 7,4 selon une récente méta-analyse. D'après une autre analyse, dans laquelle chaque pays est représenté, cette prévalence est d'environ 9,4%. Et j'ai mis des points rouges sur les pays ou les villes où la prévalence de l'infection est la plus élevée. Je les ai mis de manière à ce que nous puissions identifier les facteurs de risque les plus courants qui sont importants pour appuyer la prévention de l'infection par le virus de l'hépatite B. D'après des estimations mondiales faites par le groupe de travail pour l'élimination de l'hépatite, environ 606 348 décès dus au virus de l'hépatite B sont survenus en 2019. Cela signifie qu'environ un décès survient toutes les heures. Ainsi, si l'on ajoute les autres pays africains et les autres pays à revenus faibles et moyens, ce chiffre demeure vraiment élevé. Et cette ambition nous mène à traiter le virus de l'hépatite comme une menace publique. Il existe des directives, comme vous le savez. Nous sommes en 2020, nous sommes donc à 10 ans de l'année cible du plan d'élimination 2030. Et c'est le moment d'examiner le programme, les progrès réalisés dans les tests et le traitement de l'infection par le virus de l'hépatite B, réalisés jusqu'à présent, et ce qui se passera dans les 10 ans à venir. En fait, avec cette pandémie du COVID-19, l'OMS a des plans, et cela changera probablement cet objectif ambitieux d'élimination du VHB. Mais nous verrons ce qui a été fait et si nous pouvons vraiment l'atteindre avec ces directives. Les problèmes les plus importants que je souhaite aborder maintenant dans le cadre de ces directives sont les problèmes liés à la stratification et aux tests non invasifs, dans lesquels on préfère les tests non invasifs pour évaluer la présence d'une cirrhose, et puis les critères de traitement, y compris le score de l'APRI, et nous pouvons voir que l'ADN viral est toujours très important. Nous pouvons aussi voir que pour le suivi, l'ADN viral, l'antigène E et l'APRI sont recommandés comme traitement. Je vais donc essayer de parler des directives et de la façon dont nous n'avons pas réussi à gérer les problèmes
avec ces différentes recommandations dans les pays à revenus faibles et moyens. Si nous commençons avec les patients atteints ou bien infectés par le virus de l'hépatite B, les problèmes commencent dès le dépistage. Qui sont les personnes susceptibles d'être dépistées? Nous pouvons utiliser les données des diagnostics des visites de soins prénataux, des banques de sang, de l'immigration, des patients présentant des symptômes. Mais comme je l'ai dit, dans ces états, par exemple, nous pouvons voir quelles sont les pratiques courantes de ces villes. Nous avons vu que les mutilations génitales féminines, les naissances peu nombreuses à l'hôpital, les naissances à domicile sont des facteurs de risque importants pour ces infections. Les méta-analyses sont également importantes pour savoir quelles personnes doivent être dépistées afin que nous puissions trouver les millions de personnes manquantes. Ainsi, d'après ces méta-analyses, les facteurs de risque d'infection par le VHB les plus importants pour les personnes sont les antécédents d'avortement, la co-infection par le VIH, les partenaires sexuels multiples, les antécédents de piercing avec des objets pointus, les scarifications traditionnelles qui sont des pratiques courantes pour le traitement, les transfusions sanguines antérieures. Ces facteurs pourraient être importants. Les pays devraient effectivement étudier les facteurs de risque d'infection sanitaire afin de déterminer un nombre plus élevé de personnes à dépister. Ensuite vient le diagnostic, l'évaluation de la fibrose hépatique et si c'est possible, vous recevez un traitement. Nous constatons également un gros problème pour ces pays à revenus faibles et moyens. Les patients paient de leur poche, ce qui est une situation difficile en raison du coût élevé du test de la charge virale. Mais le traitement est en baisse si vous mobilisez les médicaments génériques pour qu'ils soient disponibles. Dans la stratification et les tests non invasifs, nous avons cette étude. D'autres études ont recommandé l'APRI, le FIB4 et le GPR. Il a été constaté dans l'étude que l'APRI a une faible sensibilité d'environ 10%. La même chose se reproduit également dans des études menées en Afrique de l'Ouest. Si vous vous fiez uniquement à l'APRI, vous ratez de nombreux patients qui ont besoin d'un traitement. Nous devons donc disposer d'autres tests non invasifs pour mieux diagnostiquer la fibrose. Nous avons montré que les directives de l'OMS n'ont pas réussi à diagnostiquer de nombreux patients. L'essentiel est d'examiner les caractéristiques de base de nos patients. Nous constatons que 90% d'entre eux avaient un antigène E. Le génotype A était présent chez environ 85% d'entre eux et le taux de co-infection était de 1,4% dans cette cohorte. Et pour le VHC, il était de 2,7%. Vous pouvez voir les différents paramètres. Les patients ont même un taux d'ALT faible, comme vous pouvez le voir. Nous avons un taux de 81,3%. Avec un taux de 2,3%, l'APRI était présent chez plus de 2% des individus concernés. Si nous utilisons uniquement l'APRI, nous ratons 50% des patients, ce qui signifie que les pourcentages de fibres significatives doivent être détectés sur l'élastographie transitoire. 48% des patients atteints de cirrhose ne sont pas pris en compte si nous utilisons uniquement les critères de l'APRI. Ensuite, nous passons aux patients atteints de CHC dans la cohorte de l'étude. Il s'agissait d'une cohorte de 3 ans et nous avions trouvé environ 17 patients pour l'étude et un seul patient était en vie après 3 ans. Cette personne présentait une tumeur du foie de petite taille. Je veux caractériser le type de patient que nous avons dans ce cancer hépatocellulaire. 17 patients ont été diagnostiqués et le plus jeune était âgé de 26 ans, l'âge moyen étant de 48 ans. L'ALT était de 42%, donc plus bas que dans les autres pays africains. En ce qui concerne la charge virale, 41,2% des cas ont une charge virale inférieure à 20 000 et 70% ont une charge virale supérieure à 2 000. Vous pouvez voir que de nombreux patients avaient soit une tumeur du foie plus grande, soit plusieurs tumeurs du foie qui ne sont pas détectées par les échographies.
car nous avons vu que ces corps étaient très petits. Ces types de tumeurs sont détectés après 1 an de suivi et les échographies ne pouvaient pas les détecter chez ces patients. Nous avons constaté que 76,5% des patients ont de grosses tumeurs ou de multiples tumeurs. Les options de traitement sont limitées et inabordables une fois que les patients ont le CHC. Les patients qui ne respectent pas les règles développent un CHC pendant leur période de suivi. Ainsi, nous pouvons constater que l'ALT médian est faible, que certains patients peuvent développer un carcinome hépatocellulaire même avec une faible charge virale. Certains patients sont jeunes. Nous constatons aussi que le test de dépistage de l'antigène E est négatif chez certains patients, de sorte que les directives ne peuvent pas réellement prendre en charge ces personnes et que nous devons avoir de meilleures directives qui prennent en charge ces patients plus tôt avant qu'ils n'aient le cancer hépatocellulaire. Il s'agit donc d'une étude de cohorte prospective. Dans cette étude, nous avons essayé de décentraliser. La décentralisation est possible pour les soins de l'hépatite B, parce qu'une fois que nous avons caractérisé les patients et diagnostiqué les soins, il est possible de décentraliser le travail à faire pour l'étude. Les infirmiers et les agents de santé peuvent faire le suivi. Et pour les patients qui veulent un traitement, une fois qu'un médecin a pris une décision de traitement, le suivi peut être décentralisé. Ces décentralisations sont importantes pour atteindre l'objectif d'élimination. C'est ce que nous avons utilisé pour les cas qualifiés de non-visite, car ils n'étaient pas si forts que ça. Nous avons utilisé les valeurs de la fibroscopie pour diagnostiquer les cirrhoses compensées, une rigidité significative à partir des valeurs de la fibroscopie. Et nous avons ajouté des antécédents familiaux de cancer hépatocellulaire au premier degré. Cela a une certaine importance puisque nous constatons que de nombreuses personnes sont atteintes de cancer. Un autre élément important dont je voulais discuter est celui des prédicteurs d'échec de la virologie, qui est de 69% après 1 an de traitement. Cela ne fait que renforcer l'importance de l'adhésion au traitement. Nous avons donc utilisé la précédente recharge en pharmacie comme celle utilisée pour le VIH. Ainsi, en nous basant sur le nombre de pilules de recharge en pharmacie, nous avons pensé que si l'adhésion au traitement est inférieure à 95%, il y a une différence significative dans l'échec virologique. Mais nous avons pu constater chez ces patients qu'il n'y avait pas de résistance aux médicaments. Les patients peuvent en effet avoir des valeurs élevées même après 1 an, mais cela ne signifie pas l'échec du traitement ou qu'il y a une résistance. Nous devons donc renforcer ce point. L'autre prédicteur était que le niveau initial de virologie était très élevé. Une autre chose que je veux aussi montrer, c'est que les patients ayant un prédicteur de mortalité ont été identifiés. Et nous avons ajouté l'indice de masse corporelle, IMC. L'IMC n'est pas le fruit du hasard. Nous avons vu que l'IMC a été le prédicteur initial. Il a été utilisé dans l'enfance dès les premiers temps. Et lorsque vous voyez des individus avec un IMC faible, ils ont un mauvais diagnostic. Cela a une importance statistique. Nous utilisons l'âge, un faible IMC, ainsi que la cirrhose décomposée, comme les prédicteurs de mortalité les plus importants à prendre en compte pour ajuster les ratios de risque. Ces patients, malgré le diagnostic viral posé par le médecin et les différents conseils qui leur ont été donnés, ont un faible IMC. Cela montre qu'il s'agit également d'une mortalité imprévisible. Cela nous aide donc à atteindre, former et éduquer les patients pour qu'ils conservent un bon IMC relativement à leur diagnostic. Lorsque les patients ont un faible IMC, la décomposition, il faut augmenter l'aide qu'ils reçoivent. Nous leur donnons dans ce cas-là un exercice afin d'améliorer leurs résultats grâce à une prise en charge agressive. Ainsi, il est clair dans cette courbe de Kaplan-Meier que la survie est liée aux différentes valeurs de l'IMC.
Et ce graphique montre les personnes compensées et décompensées. Il indique que les patients qui ont besoin d'être compensés pouvaient échouer. Une chose que je veux souligner, c'est que pour les patients atteints de cirrhose décompensée, si nous sommes agressifs dans leur prise en charge, comme nous l'avons fait pour les patients qui gèrent leur saignement, leur nutrition, ceux qui survivent les 6 premiers mois, même avec une cirrhose décompensée, comme plus de 2/3 des cas qui restent en vie, sont de bons produits. Nous devons donc renforcer nos soins pendant les 6 premiers mois. Les patients atteints de cirrhose décompensée peuvent avoir un bon pronostic s'ils survivent à la période initiale. L'autre option de traitement est donc la stratégie de test et de dépistage. Ainsi, le projet Prolifica a montré que s'il y a une large couverture de dépistage communautaire et une bonne corrélation avec les soins, seule une partie des patients a besoin de soins. Je vais donc vous présenter la cascade de soins. Dans le cadre d'une approche holistique, la dose de naissance est très importante dans la prévention. Ensuite, nous devons connaître les personnes qui doivent être dépistées et trouver les millions de personnes manquantes à partir de différents aspects que j'ai montrés, comme la vaccination sélective des adultes, et à partir d'études et d'analyses et de méta-analyses, et si possible, d'une grande enquête qui pourrait être importante pour trouver la bonne réponse. Dans les zones rurales, cela pourrait être difficile. C'est pourquoi je vais essayer de montrer l'utilité du diagnostic et des évaluations de détection de la charge virale dans les régions éloignées, le plus important étant la corrélation avec les soins. Cette étude montre que les taches de sang sec sont une méthode fiable pour mesurer la charge virale de l'hépatite B dans des environnements aux ressources limitées. Elle peut être une alternative faisable et fiable, et nous devons alors établir un lien avec les soins. Un problème que j'ai souligné est qu'il est difficile d'estimer correctement la charge virale dans la fibrose. Nous n'avons que 2 diapositives sur la nécessité d'élargir les critères de traitement. Pour les patients immunotolérants, je l'ai vu chez Henry Eugene, nous pouvons voir qu'avec les patients en phase d'immunotolérance, avec les connaissances actuelles, il y a de fortes probabilités d'intégration de l'ADN du virus de l'hépatite B et de réponse immunitaire des cellules T spécifiques du virus de l'hépatite B, d'expansion des hépatocytes clonaux. Les patients même immunotolérants, s'ils ont des facteurs de risque tels que l'âge avancé, des signes de fibrose hépatique, ont besoin d'un traitement. Sinon, il n'y a pas de preuves qui soutiennent le traitement chez les patients immunotolérants ou de porteurs inactifs confirmés. Il faudrait donc modifier les directives de traitement en disposant de plus de données provenant de différents pays. Et voici ma dernière diapo. Comme recommandation, l'indication actuelle du traitement doit être modifiée. Des études collaboratives devraient être réalisées. Nous devons modifier les directives de l'OMS. Le fait de s'appuyer sur les TNI à base de sang nous fait passer à côté de nombreux patients qui ont besoin d'un traitement. Ainsi, les patients arrivent avec des résultats d'hépatite, et si nous nous appuyons seulement sur l'APRI ou d'autres méthodes qui ne sont pas encore assez bonnes, les personnes atteintes d'hépatite B auront un cancer. Nous ratons de nombreux patients et nous avons besoin d'un traitement. En outre, l'absence de charge virale et de tests d'antigène E de l'hépatite B entrave les décisions en matière de traitement. Maintenant, nous essayons d'étudier l'antigène E de l'hépatite B pour diagnostiquer la cirrhose. Ce genre d'études conjointes peut être important. Nous avons utilisé l'âge, l'IMC et l'acide. L'IMC n'arrive pas par hasard. L'IMC a été utilisé comme prédicteur important dès le stade initial de l'enfance. Nous devons avoir des directives basées sur nos capacités locales actuelles. Et si nous voulons augmenter la couverture des traitements à 80%, il est important de simplifier la stratégie de dépistage et de traitement. Ceci étant dit, je voudrais remercier Kolda 2020 de m'avoir donné la possibilité de faire cette présentation. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Dessalines, for this great presentation. And now I'm introducing myself, Manal El-Sayed. I'm a professor of pediatrics and director of the Clinical Research Center at the Faculty of Medicine, Ain Shams University in Cairo, Egypt. I'm a founding member of the Egyptian National Committee for Control of Viral Hepatitis since 2006, and developed the whole program for test and treat and elimination of hepatitis C in adults and children, and also contributed to
all WHO's test and treat guidelines for hepatitis B and C, and have been a board member of the European Study of Liver Disease International Liver Foundation since 2018. The title of my presentation will be Management of Hepatitis B Virus in Children. Dans ma présentation, j'aborderai donc l'épidémiologie de l'hépatite B chez les enfants, la prévention de la transmission mère-enfant de l'hépatite B, certaines lacunes de la recherche sur l'hépatite B et la grossesse en particulier en Afrique, les défis de diagnostic et les prochaines étapes. Ainsi, si l'on considère l'hépatite virale en Afrique, environ 5 à 8% de la population, principalement en Afrique de l'Ouest et du Centre, sont infectés par l'hépatite B et environ 2 millions sont également co-infectés par le VIH. Cependant, la situation de l'hépatite delta est mal comprise. L'hépatite B chez les enfants est vraiment importante du point de vue clinique et de la santé publique. Sur le plan clinique, les nourrissons sont pour la plupart asymptomatiques. Ils auront des ALT normales. Nous ne faisons généralement pas de dépistage chez les femmes enceintes et nous devons les diagnostiquer dans le cas du dépistage des femmes enceintes. La couverture vaccinale de la dose à la naissance est globalement assez faible et la progression des maladies du foie est élevée chez les populations d'enfants à haut risque et à immunité compromise. Il existe également un risque de carcinome hépatocellulaire, en particulier chez les adolescents. Du point de vue de la santé publique, les enfants peuvent transmettre des infections, en particulier ceux qui ont une charge virale élevée et qui sont immunotolérants. La suppression virale en tant que prévention est très importante pendant la phase de l'adolescence où il y a un comportement à risque. Et la mondialisation, l'immigration ont permis à de nombreux enfants infectés d'infecter les populations où la prévalence de l'hépatite B est plus faible. Et il y a aussi un manque de politique de dépistage pour les enfants et les femmes en âge de procréer. Et en effet, l'élimination mondiale de l'hépatite B n'est pas possible si nous n'incluons pas les enfants et les femmes en âge de procréer. 1,2 milliard d'adolescents âgés de 10 à 19 ans vivent parmi nous dans le monde, soit environ 16% de la population mondiale. Et si l'on considère la population africaine, 40 à 50% ont moins de 25 ans. L'infection chez les enfants comporte également un aspect critique, le fait que l'infection clinique est beaucoup plus élevée chez les plus jeunes. Ainsi, ceux qui ont été infectés par leur mère courent un risque d'environ 90% d'être infectés et d'attraper une infection clinique de l'hépatite B, en particulier ceux dont la mère porte antigène E positif, et le risque est plus faible à mesure que les enfants grandissent. Si on considère le fardeau mondial de l'hépatite B chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, on estime qu'environ 50 millions d'entre eux sont infectés avant l'âge de 18 ans. Ces personnes ne sont pas recensées, ne sont pas connues et sont des transmetteurs de la maladie. Seuls 80% des pays administrent les 3 doses de l'hépatite B et 39% n'administrent que la dose à la naissance. Mais l'antigène S, en raison de la vaccination, a baissé de 44,5% à 1,3% au cours de la période de vaccination, à savoir 2000 à 2015. Vous avez ici la prévalence de l'antigène S provenant de tous les pays avec modélisation des données et extrapolation à partir des enfants de 5 ans. Comme nous pouvons le voir, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ont les taux de prévalence les plus élevés, supérieurs à 2% chez les enfants de moins de 5 ans, avec une prévalence un peu plus faible, jusqu'à 2% en Afrique australe et moins de 1% en Afrique du Nord. Comme on peut le voir, l'administration des 3 doses est de 80% en Afrique pour l'hépatite B. Pour la dose à la naissance, la couverture ne dépasse pas 10% et il n'y a pas de couverture pour l'hépatite B immunoglobulante, la prophylaxie prénatale pour les femmes enceintes. La situation du delta chez les enfants est totalement inconnue, à l'exception de très rares cas de surinfection ou de co-infection. Selon l'OMS, Région Afrique, seuls 15% des pays mènent des efforts de prévention et la vaccination pentavalente
permet d'obtenir une couverture de plus de 90% pour la dose à la naissance. Moins de 8 pays offrent des tests et des traitements subventionnés et la dose à la naissance pour la petite enfance est le moyen le plus efficace de prévenir la transmission car son coût est très faible, soit moins de 20 centimes par enfant. Seuls 11 pays de la région suivent ce protocole, dont le Cap-Vert qui a presque atteint une couverture vaccinale de plus de 99% des doses à la naissance. Si nous examinons la transmission mère-enfant, les mères porteuses de l'antigène positif ont la possibilité, disons à 90%, de transmettre l'infection à leurs enfants, tandis que celles porteuses de l'antigène E négatif ont une possibilité de 5 à 20% de transmettre l'infection. Mais pour la plupart des mères qui ont des différences de prophylaxie, ceux-ci se produisent à des seuils de niveau d'ADN maternel de 10 puissance 6 à 10 puissance 8 IU/ml. Voici quelques-unes des études regroupées sur les femmes porteuses d'antigènes E positifs et négatifs issus de 11 pays africains qui examinent le risque commun pour une situation de risque un peu plus faible sans prophylaxie de 38% pour les mères porteuses de l'antigène positif et 4,8% pour les mères porteuses de l'antigène E négatif, avec environ 360 000 nourrissons infectés par l'hépatite B par voie périnatale en Afrique subsaharienne. Quant à la transmission intra-utérine, il a été prouvé, en particulier pour les mères porteuses de l'antigène E positif, que seule la protéine structurelle de l'hépatite B pouvait traverser le placenta et l'antigène E. Parfois, la transmission par amyosynthèse peut se produire, mais la majorité des transmissions se produisent intrapartum ou lors de la transmission mère-enfant, il y a quelques ruptures de muqueuse, une microtransfusion dans les fuites hématologiques pendant l'accouchement, tous les accouchements interventionnels et parfois avec les électrodes chez les nourrissons, la transmission peut commencer, mais il n'y a pas de différence par voie vaginale ou césarienne. Nous ne devrions pas donc exposer les mères à un risque élevé de césarienne pour prévenir l'hépatite B, car elle ne joue aucun rôle dans la réduction du risque de transmission mère-enfant. L'allaitement maternel n'a aucun rôle ou peut-être un rôle minimum, en particulier pour les mères qui ont des mamelons fissurés. Cependant, avec une prophylaxie appropriée, le lait maternel ne devrait pas transmettre l'hépatite B. Donc, si les mères reçoivent un traitement, on leur donne le HB sans même administrer la dose à la naissance au moment opportun. Cela devrait prévenir la transmission mère-enfant et nous ne devrions pas empêcher l'allaitement maternel qui est vraiment important, en particulier dans les pays à revenus faibles et moyens. L'histoire naturelle de l'hépatite B chez les enfants est très unique. Les nouveau-nés sont pour la plupart asymptomatiques, mais certains d'entre eux peuvent présenter une hépatite fulminante. Cependant, une condition très unique de ce schéma est appelée le syndrome Gianotti-Crosty. Une acrodermatite populaire peut se manifester chez certains enfants de plus de 6 mois en plus des jeunes enfants. Et ils ont également une légère fièvre et une lymphadénopathie. Ils n'ont généralement pas de jaunisse et les enfants non adolescents peuvent présenter de légers symptômes constitutionnels et parfois rarement une hépatite fulminante. Mais nous pouvons concentrer les manifestations extra-hépatiques comme la glomérulonéphrite membraneuse et parfois une progression rapide de la maladie du foie chez les enfants, en particulier ceux dont le système immunitaire est affaibli, ceux qui sont atteints de cancer, de leucémie, de maladie du sang, etc. La cirrhose et le carcinome hépatocellulaire se produisent dans environ 1 à 3% des cas et le risque de carcinome hépatocellulaire est de 1 sur 1000 par an. Nous avons vu des adolescents atteints de carcinome hépatocellulaire. La disparition spontanée de l'antigène E peut se produire davantage chez les enfants occidentaux que dans la population asiatique. Et il existe une différence selon le contexte et la réponse immunitaire. Le taux de séroconversion de l'antigène est d'environ 4 à 10% par an et peut aller jusqu'à 70% à la fin de l'adolescence. Et nous avons un taux annuel minimal de 0 à 1% de perte d'antigène S et de positivité de l'antigène E. La population asiatique, en particulier les personnes infectées par voie périnatale, ont moins de chances de guérir de l'hépatite B et la maladie est plus active au-delà de l'adolescence.
et l'évolution est plus favorable, en particulier chez les femmes du génotype B. Voici l'étude de l'histoire naturelle de 25 ans d'expérience et 252 cas positifs à l'antigène E, 50 voire 60% des mères infectées, 77% desquelles étaient asiatiques et 33 ont reçu de l'interféron. Le taux de séroconversion à l'antigène E était de 41,7% sur une période de suivi de près de 19 ans. Mais il y a beaucoup de changements dans les concepts d'immunotolérance pour l'hépatite chronique. Nous avons d'abord la classification ISL, la nouvelle classification pour l'antigène E positif, l'infection chronique, puis l'hépatite chronique, l'infection chronique à antigène E négatif, puis l'hépatite chronique et l'antigène S négatif. La plupart des enfants ont une charge virale élevée, mais ils ont une transaminase normale appelée hépatite chronique B immunotolérante. On sait depuis peu que certains de ces cas immunotolérants peuvent présenter une maladie inflammatoire faiblement réplicative avec des lésions histologiques importantes. Il se produit donc une intégration de l'ADN. La biopsie du foie, dans certains cas, peut donc être particulièrement indiquée pour la population dite immunotolérante et la majorité d'entre eux sont des enfants et des adolescents tolérants. Voici l'exemple d'un enfant de 5 ans atteint d'hépatite chronique B avec un taux élevé de transaminase pendant plus de 6 mois, antigène E positif comme antigène positif, ADN de plus de 3,7, 10 puissance 8 ULML, infection antérieure d'hépatite A, échographie montrant un foie brillant. La biopsie du foie a montré une inflammation minimum, une légère fibrose portale, mais aussi 5% seulement d'antigènes positifs et moins de 1% de co-antigènes positifs en réaction nucléaire. En fait, les brillants pathologistes m'ont dit que le poids allait éliminer le virus en moins d'1 an, que cet enfant allait éliminer complètement le virus et avec un antigène S négatif et un anti-S positif. Et c'est vraiment très gratifiant. Et la biopsie du foie ici était vraiment gratifiante parce que cet enfant n'a pas reçu de traitement et a spontanément éliminé le virus. Voilà donc les recommandations de traitement chez les enfants pour ceux qui sont positifs à l'antigène âgés de 2 à 18 ans avec à la fois un taux élevé d'ALT et un ADN VHB mesurable dans le but d'obtenir une séroconversion de l'antigène E. La hausse de l'ALT dépasse de 1,3 fois la limite supérieure normale, au moins 6 mois avec la hausse de l'ADN VHB. Cependant, nous attendons généralement plus longtemps, surtout si nous avons l'expertise nécessaire. Vous savez, parfois la dose que reçoivent les enfants peut éliminer le virus et nous pouvons attendre un peu plus longtemps, en particulier s'ils ont un fibroscanner normal ou des biopsies hépatiques normales. Les niveaux d'ADN sont très élevés, plus de 10 puissance 6 UIML. S'ils sont un peu plus faibles, nous pouvons même attendre plus longtemps. L'interféron alpha 2B est approuvé pour les enfants de 1 an et plus, tandis que la lamivudine et l'entecavir sont approuvés pour les enfants de 2 ans et plus, et le tenofovir pour les enfants de 12 ans et plus. La durée de l'interféron est généralement de 24 semaines. Les antiviraux oraux qu'ils ont été suivis jusqu'à 4 ans et même 6 ans. J'ai les enfants et des adolescents qui sont devenus adultes et qui sont sous traitement depuis 15 à 20 ans. Une fois que la séroconversion de l'antigène a eu lieu, nous attendons 12 mois pour la consolidation, puis nous arrêtons le traitement. Cependant, nous continuons à assurer le suivi tous les 3 mois pour les poussées d'ALT ou pour la réactivation du virus. Donc, pour contrôler l'hépatite B chez les enfants, nous avons besoin d'une surveillance, de pratiques de contrôle de l'infection adéquates qui ont été récemment renforcées par la COVID-19, d'une amélioration de la sécurité du sang, d'une dose à la naissance en temps utile, d'une dose à la naissance de l'hépatite B pour prévenir la transmission mère-enfant. L'éducation et la sensibilisation sont essentiellement en particulier chez les femmes enceintes, les pédiatres, les prestataires de soins de santé, les obstétriciens et les gynécologues. L'agenda de la recherche pour combler les lacunes est très important et nous utilisons le traitement comme prévention, parfois pour supprimer le virus et ceux qui sont éligibles pour un traitement afin de prévenir la progression de la maladie du foie et de supprimer la stigmatisation et la discrimination parmi les enfants, en particulier dans les écoles et lorsqu'ils font du sport. Prévenir également la réactivation de l'antigène S dans les populations immunodéprimées et compromises et prévenir la transmission du virus dans les populations à haut risque et en même temps prévenir la transmission mère-enfant.
Le dilemme est donc que seuls les médicaments et antiviraux approuvés sont l'Entecavir pour les enfants de plus de 2 ans et le tenofovir pour plus de 12 ans. Cependant, ils ne sont pas accessibles dans la plupart des pays parce que le sirop pour l'Entecavir n'est pas disponible. Et si nous avons un enfant plus jeune qui a besoin de traitement, il est probable que le traitement ne sera pas disponible, sauf sous forme de comprimés. En ce qui concerne la recherche, de nombreux essais ont été réalisés pour le TAF, le tenofovir, alafénamide et le TAF qui ont été utilisés pour le VIH chez les adolescents et les enfants et qui ont été testés chez les adolescents atteints d'hépatite B chronique. Il existe également des études sur l'Entecavir et l'interféron pégylé pour les populations immunodépendantes, mais les résultats ne sont pas très satisfaisants. Quelles sont donc les stratégies de prévention? Dépistage maternel, bien sûr, dose à la naissance au moment opportun, dose à la naissance dans les 24 premières heures et immunoglobuline anti-hépatique B si elle est disponible après la vaccination contre l'hépatite B et bien sûr l'utilisation des antiviraux pour les femmes à haut risque ayant une charge virale élevée. Si nous examinons de près la prévention de la transmission mère-enfant, nous constaterons qu'il est vraiment important que nous commencions le traitement des mères un peu plus tôt ou au cours du dernier trimestre de la grossesse. Parce que, comme vous le voyez sur la droite, la transmission peut se produire en position neutre et aussi qu'elle peut provoquer une naissance prématurée, un faible poids à la naissance, une rupture prématurée des membranes, un diabète gestationnel, une légère augmentation des anomalies génitales. Et ce sont là quelques-uns des résultats de grossesse qui ont été signalés. Et il existe de nombreuses études sur l'effet des médicaments pendant un traitement antiviral lors de la grossesse et le tenofovir est sorti gagnant pour l'utilisation chez les mères au cours du dernier trimestre de la grossesse. Voici le comité consultatif pour les pratiques d'immunisation, le dépistage maternel, les recommandations. Les mères doivent être testées pour l'antigène S lors de la première visite prénatale et doivent être testées à nouveau pour l'antigène S, même si elles étaient négatives auparavant, si elles ont eu plus d'un partenaire sexuel au cours des 6 derniers mois, si elles ont eu une évaluation de traitement pour une MST, si elles sont consommatrices de DOC injectables, si elles ont un partenaire sexuel positif pour l'antigène S, si elles ont été diagnostiquées avec une hépatite clinique depuis la dernière visite. Et l'OMS a souligné très clairement que malgré certaines interventions comme les vaccinations et parmi toutes les raisons de la transmission verticale, la charge virale maternelle élevée était la cause principale de la transmission maternelle malgré les interventions. Cela a conduit aux recommandations ou aux nouvelles directives de l'OMS publiées lors de la Journée mondiale de l'hépatite en 2020 qui vise la triple élimination de l'hépatite B, du VIH et de la syphilis. L'OMS s'est également penché sur le traitement des mères en recommandant un traitement au tenofovir, une prophylaxie à la 28e semaine de grossesse si l'ADN du VHB est supérieur à 200 000 UIML, l'utilisation de la vaccination contre l'hépatite B à la fois à la naissance dans les 24 heures comme indicateur de performance clé et bien sûr l'administration d'immunoglobulines anti-hépatite B si elles sont disponibles dans certains pays. Ainsi, les conclusions pour la vaccination en guise de prévention est le moyen le plus efficace de contrôler l'infection. La plupart des enfants atteints d'une infection chronique ont une charge virale élevée et un taux d'ALT normal et ne répondent pas au traitement actuel. Les enfants atteints d'une hépatite active répondent à la thérapie antivirale et doivent être pris en compte pour le traitement. Nous devions toujours nous rappeler que nous devons tester les femmes et filles en âge de procréer et dépister les femmes et filles en âge de procréer avant même qu'elles ne se marient et tombent enceintes.
Le dépistage maternel est la clé de l'élimination de l'hépatite B et du traitement antiviral maternel et de la prophylaxie post-exposition du nourrisson. Cependant, les effets bénéfiques de la vaccination universelle et de la vaccination à la dose de naissance ne seront pas perceptibles en Afrique avant 2 ou 3 décennies. Aujourd'hui, nous avons près de 70 millions d'enfants infectés, 1,4 million de cas diagnostiqués, 21 356 000 pouvant bénéficier d'un traitement, mais seulement 33 700 traités. Moins de 1% d'entre eux ont accès à une thérapie. Moins de 1% des femmes enceintes sont traitées et la prévalence est d'environ 3,4% chez les enfants de 5 ans. 19% n'ont reçu que la dose de naissance et 10% la vaccination à temps. Il nous faut donc faire beaucoup d'efforts. J'aimerais et je l'espère, je pourrais vous encourager pour vous pousser tous à insister auprès de vos gouvernements à commencer l'administration de la dose à la naissance et à mettre en place le dépistage universel de l'antigène S ou du VIH et de la syphilis chez les femmes enceintes, ainsi qu'à intégrer dans la couverture sanitaire universelle, notamment par la sensibilisation et l'éducation, l'amélioration du statut des établissements de soins de santé de niveau inférieur desservant les zones rurales et l'investissement dans la santé des mères africaines. L'engagement de la communauté et de la société civile est cette année, il s'agit de World Practice Alliance de trouver les diagnostics. Pour l'OMS, il est question de modèles de femmes et de prévention de la transmission mère-enfant. Et nous devons simplifier l'algorithme diagnostique, combler toutes les lacunes de la recherche, en particulier en Afrique. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné, l'engagement des principales parties prenantes et la priorité accordée aux femmes enceintes dans la cascade des hépatites virales est la clé de l'élimination. Et pour conclure, nous devons adapter la prévention de la transmission mère-enfant à notre contexte avec une mise en œuvre optimale de la dose à la naissance, l'administration en transitoire, la vaccination, le traitement des femmes ayant une charge virale élevée, la prévention des infections chez les filles et les femmes vivant avec le VIH. Et nous pouvons intégrer les programmes de lutte contre le VIH et de réduction des risques pour les usagers de drogues injectables. Et ensuite, simplifier le diagnostic et améliorer l'accès à un traitement abordable. Merci beaucoup. And now the live panel discussion will take place in Zoom. So to access this, please click on the Zoom link on the right side of the page under session information. And please remember to return to this platform after the live panel discussion has ended. The panel discussion will be moderated by Professor Jeffrey Dushiku from the UK.